Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de la méthodologie CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. On est hyper heureux de vous retrouver depuis notre QG, CrossFit Louvre 3, ça se situe Paris 9e. Moi c'est Élie Margerin, j'ai la chance de travailler comme entraîneur et comme formateur pour cette entreprise absolument, osons le dire, fantastique qu'on appelle CrossFit LLC. Et ce soir, j'ai l'honneur, le plaisir et l'habitude de travailler avec mon compère de toujours, Gauthier OK. Et boum, oui, je suis là, je suis en pleine forme là ce soir. Et ouais, on a passé un bon week-end, on a travaillé un petit peu. Enfin, moi j'ai fait des cafés, toi t'as travaillé majoritairement, mais ouais, on a passé un bon week-end ensemble sur ce level 2. Ouais, on s'est bien éclaté, un level 2 du coup à Paris avec beaucoup d'échanges, franchement 21 entraîneurs venus d'un peu partout. Il y avait une belle ribambelle de potes, là j'en glisse une pour Alex et Maxime qui venaient de Reims, qui m'ont régalé, mais aussi pour Victor, un entraîneur qui est issu de Toulouse, qui a plein de projets, je suis sûr qu'il va faire plein de trucs bien. J'ai aussi rencontré franchement 2 entraîneurs qui m'ont impressionné par leur capacité franchement à agir sur les consignes qu'on leur filait. Il y en a un qui s'appelle Flo, l'autre qui s'appelait Maxime. Ils viennent tous les deux d'une box qui est située à Creil. Et je m'excuse par avance parce que j'ai pas retenu le nom de la salle. Mais en tout cas, Mickaël, c'est toi qui t'occupes apparemment d'eux. Franchement mec, tu fais du super bon boulot et tu peux être content. Ils vont vraiment dans la bonne direction. Bref. Mais si c'est en Picardie, c'est forcément bien. Donc franchement, c'est cool. Ben non, mais franchement, ouais, ils étaient vraiment cool, ces 2 garçons-là. Et ça se voit qu'ils étaient dans un entonnoir, ils respectaient vraiment beaucoup la matière et tout, c'était ouf. Et puis, puisqu'on parle de level 2, généralement, logiquement, dans ce week-end-là, il y a un moment où vous parlez des journées lourdes. Et là, ça nous amène au thème du jour. Ah, mais des transitions maintenant, je t'ai dit, on a un plan de podcast, on a des transitions, il n'y aurait plus qu'un jingle, franchement, et on est. Non, mais franchement, il y a des transitions, mais le mec, il lit même pas le sommaire. Et ah, ouais, pardon. oui, les sponsors. Non, mais je suis impatient. Bah ouais, les faux sponsors. Bon, attendez, ce soir, on est sponsorisé par qui? Ce soir, on est sponsorisé par Google, ok. Putain, Google Phone. Non, je pense que tu veux mieux qu'on soit sponsorisé par ta casquette, à mon avis. Je pense qu'on y gagnerait plus. Alors, dans ce cas, on a 2 sponsors. Donc, pour commencer, on a Gauthier OK qui sponsorise lui-même, puisqu'il s'est acheté un Google Pixel. On fera peut-être du coup la photo de couverture de ce podcast avec son téléphone, comme ça pour juger de la qualité des photos. Quant à moi, franchement, je vis dans le luxe. J'ai été sponsorisé par une femme qui m'est très chère et qui revient tout juste des États-Unis. Donc, elle m'a doté d'une magnifique casquette Booba Gump, en référence, du coup, vous l'aurez compris, à Forrest Gump. Donc voilà, c'est un peu nos 2 sponsors de ce soir. J'ai pas l'impression qu'on grappe en niveau en termes de sponsors. Franchement, j'ai beau me creuser la tête, on n'a pas d'autres sponsors ce soir. Franchement, les gars, si vous travaillez pour une boîte du CAC 40 ou pour Elon Musk et vous cherchez vraiment à aider les mecs. Ah non, mais n'importe quoi, même une boîte de burritos, peu importe, franchement, nous on prend. Tant que c'est tangible, nous, ça nous va. Ouais, voilà, même franchement, si tu bosses pour. Donne-moi une marque de boîte de sardines ou un truc comme ça, tu sais, Connétable. Si Connétable, franchement, on prend, ça reste de la prot et Mime, ça sera contente. C'est des petits poissons peu gras, on aura des oméga 3. Franchement, on sera au top. Ah ouais. On s'est quand même bien entraîné quand même ce week-end. Faut manger, frérot, faut manger. On s'est pas caché ce week-end. Alors, on a envoyé la sauce ce week-end. Effectivement, on a fait CrossFit.com d'aujourd'hui. On vous recommande, franchement, un mélange de wall ball, ring muscle up et clean and jerk, pas très lourd, franchement en partenaire, super fun. Et puis hier, pareil, on a remixé un entraînement d'Adrian Bozeman. Si vous cherchez des WOD dont vous pouvez vous inspirer, allez voir un compte Instagram qui s'appelle Varied Not Random. Et dessus, il y a 4-5 jours d'entraînement par semaine avec différents scaling. On a pris un truc de ça, on s'est entraîné samedi. Cela étant dit, maintenant la transition peut être faite. Effectivement, parlons de l'objectif de ce podcast. Ce soir, les gars, on voulait prendre le temps de discuter avec vous de ce qu'on appelle les journées lourdes dans la méthodologie CrossFit, ou tout bêtement les journées lourdes dans les salles auxquelles vous allez peut-être avoir la chance de vous entraîner. Et on voulait faire le point. Dans ce podcast, on vous expliquera exactement ce qu'est une journée lourde dans un programme de CrossFit bien conçu, du moins dans ses grands archétypes. Puis ensuite, on essaiera d'évoquer ensemble pourquoi est-ce que dans beaucoup de salles affiliées, les journées lourdes aujourd'hui, à tort ou à raison, sont des journées qui sont de moins en moins programmées au quotidien pour les athlètes. Et puis ensuite, on vous donnera notre opinion à ce sujet-là. Et on continuera un petit peu pour vous donner un petit peu de la matière, pour vous aider à peut-être mieux comprendre comment intégrer les journées lourdes à votre programmation, pourquoi c'est si important, et comment peut-être trouver un moyen de les rendre plus fun, plus accessibles, à la fois pour vous en tant qu'entraîneur, mais aussi pour vous en tant qu'athlète, parce que je ne doute pas qu'il y a un paquet d'athlètes qui écoutent ce podcast. Donc démarrons avec Gauthier qui va nous donner un petit peu la définition de ce que c'est qu'une journée lourde. Là-dedans, de par essence, déjà une journée lourde, c'est une journée où on doit soulever des charges lourdes. Okay, donc si on définit ça de manière très scolaire, en gros, c'est un entraînement où vous allez avoir 1 à 5 séries de
Au total, 7 à 25 répétitions. Donc vous avez plein de schémas classiques, le 5x5, le 5x3. Mais très honnêtement, l'idée c'est de soulever une charge qui représente un pourcentage ou en tout cas une sensation lourde pour la personne qui est en train de soulever la charge. L'idée dans les recommandations de CrossFit, ce serait de commencer minimum à 80-85% de votre max. En vrai, les pourcentages, c'est très aléatoire selon votre forme du jour. Mais si la charge, vous dites « Oh, elle est lourde, j'ai pas envie d'y aller », on sait que c'est la bonne charge pour commencer aujourd'hui. Ok, question pour toi. Est-ce que dans une journée lourde, qu'est-ce qu'on va intégrer? Est-ce qu'on intègre que les mouvements de type powerlifting, donc squat, deadlift, développé militaire ou strict press? Est-ce que ça englobe les mouvements d'haltéro? Est-ce que ça pourrait englober les mouvements de force, ce genre de trucs? Ouais, franchement, dans ces journées lourdes, vous pouvez intégrer quasiment tout. De manière générale, pour CrossFit, une journée lourde, c'est une journée où on a un challenge qui est musculaire et qui n'est pas cardiovasculaire. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment retenu lors de mon level 2, c'est que c'était pas cardio. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour moi. En vérité, la réponse, c'est que vous pouvez intégrer tous les mouvements de powerlifting, tous les mouvements de weightlifting et aussi tous les mouvements de gymnastique strict de manière générale. Ça peut aller des weighted pull-ups jusque des weighted dips. Franchement, du moment que vous soulevez une charge lourde, ça peut mettre un mix des deux, mais franchement, du moment que vous soulevez lourd, franchement, c'est la bonne stimulation. Donc typiquement, une journée lourde, ce serait 5 séries de 5 répétitions de back squat, ou pourquoi pas une autre séance, 7 fois une répétition de clean and jerk lourd, ou pourquoi pas avancer du côté de, je sais pas moi, peut-être un 5x3 bench press, tout comme ça pourrait être une tentative pour soulever un sandbag ou un athlastone le plus lourd possible, par exemple. Ah ouais, ça peut être aussi de d'object, hein. Franchement, comme on l'a vu aux Games cette année, il n'y a pas de matériel prérequis là-dessus. Du moment qu'on soulève quelque chose de lourd, ça peut très bien être un sandbag, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, il faut faire des journées lourdes. Bon, vu que tu m'as posé une question, je t'en pose une. À qui c'est réservé les journées lourdes? Est-ce que tout le monde peut faire ça, ou est-ce que le jour où j'ai des personnes âgées, je leur dis surtout ne rentrez pas dans ma box aujourd'hui, vous allez vous faire mal? Les gars, les auditeurs, bon, tous les trois là qui... on va les dire par leur prénom, ça va plus vite. Ok, en tout cas, les courageux qui écoutez ce podcast, je sais pas si vous vous rendez compte que là on est en train de passer un step avec Gauthier en termes d'animation. En tout cas, C'est ouf. je réponds à ta question. À qui ça s'adresse? Et ben dans la vérité de la méthodologie CrossFit, les journées lourdes s'adressent à tous. Ok, ils s'adressent à tous sans exception, à condition qu'on ait bien compris l'application de la notion d'intensité relative. C'est-à-dire que ce qu'on veut pour que les athlètes obtiennent du résultat, c'est les inciter tous à lever régulièrement des charges lourdes. Okay, lorsqu'on dit lourd, c'est lourd par rapport à leur niveau de tolérance, leur niveau de capacité et donc leur niveau d'intensité relative. Et ça, qu'il s'agisse de débutants, de personnes qui sont, on va dire, intermédiaires ou bien confirmés, et ça, qu'il s'agisse de garçons, de filles, qui soient jeunes, moins jeunes ou même master, ça fait vraiment partie du programme pour deux raisons selon moi. Tout d'abord parce que c'est une stimulation très spécifique qui va amener son lot d'adaptation. Pensez à la force, pensez à la puissance, pensez à la masse musculaire, tous ces bénéfices qu'on va pouvoir obtenir à partir de ces séances-là. Et puis aussi, si on pense en termes de longévité, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Toujours rappeler, c'est dans le master course, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, même si aujourd'hui ça s'appelle Training the Aging Athlete dans le curriculum de CrossFit, mais simplement de rappeler que la force et la capacité à se repérer dans l'espace, qu'on appelle le système vestibulaire, sont deux choses qui disparaissent facilement avec l'âge ou rapidement, donc il ne faut pas hésiter à travailler ces points-là pour les entretenir, sinon la fonction disparaît. Et puis enfin, après je relaisserai la parole à Gauthier, mais n'oubliez pas, CrossFit en anglais, c'est un Strength and Conditioning Program. C'est un programme de force et de conditionnement physique. Ça n'est pas un programme de conditionnement physique et de force. Ça n'est pas non plus qu'un programme de conditionnement physique. Sinon, au lieu d'être les athlètes que nous sommes ou que d'autres sont, okay, pour pas avoir l'air d'être prétentieux, et ben on ne ressemblerait pas du tout à ça. S'il n'y avait pas la notion de soulever des charges lourdes dans le programme, et ben les gars, on ressemblerait tous à des sucettes, okay, des corps tout fins avec une grosse tête. Et c'est vraiment pas du tout l'objectif. Donc la force, c'est vraiment quelque chose qu'on veut cultiver. Donc soyez-en convaincus, que vous soyez athlète, les gars et les filles, les journées lourdes sont pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui programme, les journées lourdes doivent être intégrées au programme. Et si vous êtes coach, surtout, rassurez-vous, vous pouvez véritablement exposer tout le monde au fait de manipuler des charges lourdes, tant que vous respectez l'intensité relative de chacun. Et aussi, je tiens à le dire, les limites physiques, certes, mais aussi psychologiques de chaque personne, qui sont parfois au premier abord un peu impressionnés à l'idée de déplacer une barre par exemple, ou des dumbbells, mais qui seraient chauds pour attraper un sac de sable et marcher un petit peu avec, donc on peut les feinter.
Ok. Si on parle un peu de comment ça se passe dans la pratique, ce truc-là, quand vous allez rentrer dans une box en tant que coach ou en tant qu'athlète ou même en tant que pratiquant dans un garage gym, pour bien faire une bonne journée lourde, franchement, déjà, il faut s'échauffer. Il faut commencer à mettre de l'huile dans les articulations. Donc, si vous préparez à squatter lourd, franchement, vous vous échauffez. Vous pouvez faire un peu de vélo, vous pouvez faire un peu de mobilité active. Franchement, marcher en bas du squat, faites faire ça à tous vos adhérents. Vous allez voir, ça va être une bonne ambiance directe dans la séance en marchant tous comme des canards. Mais en tout cas, faites monter un peu le cardio. Mais l'idée, c'est de faire chauffer la machine. Une fois que vous avez fait tout ça, le truc le plus important dans une bonne journée lourde, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant qu'adhérent, c'est de prendre le temps de monter en charge. En tant qu'entraîneur, donnez des focus, démontrez-les, pratiquez tranquille et expliquez ce que vous avez envie d'amener ce jour-là comme tips, par exemple sur un back squat. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de venir améliorer la mécanique de nos athlètes et aussi de leur laisser vraiment le temps de monter en charge. Parce que ce que vous souhaitez, c'est que la première série, par exemple, de 5 répétitions, elle se révèle déjà lourde. Si vous commencez et que vous êtes encore en train de faire une montée en charge, pendant la première série, franchement, c'est une série qui est dans l'eau. Cool. Bon, en tout cas, jusqu'à présent, quand on discute ensemble, ça a l'air cool les journées lourdes. C'est plutôt pas mal. Ça a l'air varié, ça a l'air d'amener des résultats, on comprend pourquoi on le fait. Mais du coup, franchement, Gotouche, même si je t'avoue que dans ma tête, je suis encore dans une vanne quand tu as dit marcher comme un canard, je fais comme un canard. Les cerveaux sont fatigués. Exactement, oui, juste hyper actifs. mais quoi qu'il en soit, si c'est si bien que ça les journées lourdes, comment ça se fait qu'il y en ait de moins en moins de programmés dans les box? Avant de donner peut-être les tips pour les rendre plus attrayantes, pourquoi il y en a de moins en moins? Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que toi, par exemple, qui coach tous les jours et des classes blindées à 20 personnes, quelle est la petite voix intérieure qui pourrait te dire « Ouais, franchement, Gauthier, ne programme pas ça ». Déjà, c'est que c'est quand même compliqué à coacher. Nous, dans la boxe, on a quand même des entraîneurs qui ont vraiment des niveaux différents. On a des gens qui viennent de commencer à coacher, on a des gens qui coachent depuis plusieurs années. Et je pense que c'est les classes les plus challengeantes à donner ces journées lourdes. Ok, l'autre truc, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui vont avoir tendance à penser que les journées lourdes, c'est pas ce que veulent leurs athlètes. Et pour des raisons X ou Y, que genre ça va pas les mettre dans l'intensité, etc. Et ça pour moi c'est une vraie croyance limitante, c'est-à-dire que on laisse une petite voix intérieure qui n'est pas basée sur des faits dicter ce qu'on devrait mettre ou pas dans le programme. C'est-à-dire que non mais moi je mets pas de journée lourde parce que mes athlètes ils n'aiment pas ça. Ils aiment pas ça, ou tu penses qu'ils n'aiment pas ça, ou peut-être ils n'ont pas compris l'intérêt de ce que c'est, ils l'ont pas vécu. Moi j'ai beaucoup d'exemples d'athlètes, notamment d'athlètes féminines, qu'on a pu inscrire dans les box, qui au départ avaient un discours plein de préjugés, n'ayons pas peur de le dire. Ils disaient ouais non mais moi par contre je veux pas lever de poids, je veux pas grossir, je veux pas ci, je veux pas ça. Bref, beaucoup de trucs qui sont sans fondement et qui après quelques semaines, quelques mois de pratique, finalement sont complètement accros à ce jour de séance. Et c'est les personnes que tu vois poncer coûte que coûte, les journées de force, les routes dans lesquelles il y a de l'haltéro, etc. Donc ça c'est un fait. L'autre truc, c'est que c'est peut-être plus challengeant en tant qu'entraîneur de mettre du fun, de mettre de l'énergie et d'être pertinent dans un WOD dans lequel il n'y a qu'un seul mouvement à coacher et qui est mécaniquement parlant peut-être parfois relativement simple. Un bench press, un deadlift, un squat, je ne vous dis pas que ce sont des mouvements qui sont faciles, mais je vous dis qu'il y a un degré de complexité qui est moindre que du squat snatch ou du squat clean and jerk. Et qui du coup pour autant peut être plus challengeant parce que comment est-ce que je fais pour amener de la matière dans ces moments-là. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que très souvent il y a beaucoup de box dans lesquelles les journées lourdes on les met un petit peu de côté ou alors on croit qu'on va pouvoir réussir à contourner le truc n'ayons pas peur de le dire, baiser le système en mettant une journée lourde et un WOD à côté. Et c'est quoi la limite? Parce que ponctuellement ça peut être fait, c'est cool, mais c'est quoi la limite systématiquement lorsqu'on veut lever une charge lourde, de foutre un WOD dans la foulée de ça? La limite c'est déjà que tu vas à vouloir trop t'éparpiller, tu vas peut-être moins pouvoir te focaliser sur un des éléments et véritablement tu vas ni améliorer le cardio du mec, ni améliorer sa force, parce qu'on va toujours tout rusher pendant 1 heure, on va se dire ok, faut vraiment que je rentre tout ça en 1 heure, donc ça va passer aux choses-pieds là-dedans, et finalement on n'aura rien enseigné pendant 1 heure, on n'aura pas le temps de parler avec nos adhérents, de créer une vraie connexion, puisqu'on va toujours être en train de courir derrière la montre entre nos séries de squats, puis ensuite il va falloir installer les box, installer les rameurs pour enchaîner sur le WOD de derrière, et peut-être que les gens qui auraient besoin ou envie de venir pratiquer sur un mouvement suivant, ils n'auront pas l'opportunité de pratiquer. Bref, en gros, c'est qu'on va tout faire à moitié. Ouais, du coup, même si j'ai envie d'éduquer mes athlètes pour qu'ils se mettent à aimer petit à petit les journées lourdes, si je fais ça systématiquement, finalement,
qu'est-ce que ça donne si les gens n'ont pas de sensation? Bah, au final, ils prennent peut-être moins de plaisir sur cette phase-là. Donc une nouvelle fois, ils ont bougé. Ok, peut-être qu'ils ont été un petit peu dans l'intensité relative. Ils ont peut-être pratiqué certains mouvements d'haltérophilie ou de force, si on parle que de ces exemples-là. Mais une nouvelle fois, si c'est fait de manière rushée et pas de la bonne façon, c'est peut-être en plus un message un peu insidieux. Si aujourd'hui, par exemple, je dis ok les gars, on va démarrer, on va faire 5 x 3 front squat rapido, et puis ensuite dans la foulée, on aura un WOD avec Power Clean and Jerk et n'importe quoi avec 400 mètres de run. Bah du coup, c'est sûr que si on leur met double ration, le jour où la séance qu'on a à faire, c'est simplement 5 x 3, ok, front squat, bah, l'athlète peut-être même qu'il comprend pas. Il comprend pas si il y a 2 semaines de ça, c'était l'entrée et qu'après le plat de résistance, et aujourd'hui ça devient ça, le plat de résistance, je peux comprendre pour faire une allégorie culinaire qu'ils se disent qu'il va encore avoir faim. Oui, c'est sûr. Et donc du coup, voilà, ça c'est le postulat. Et puis ça met aussi les coachs dans des situations où malheureusement ils se retrouvent à faire plusieurs trucs en même temps. On coach tout à moitié, on court après le temps, on devient la prostituée de l'horloge, on ne partage pas avec les athlètes tant que ça, on n'a pas l'opportunité de leur permettre véritablement de recevoir du coaching et des corrections, et c'est pas toujours un cercle vertueux. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut reconnaître à tous les coachs ou aux programmeurs qui parfois sont réticents à faire des journées lourdes, c'est que il faut aussi expliquer que souvent la journée lourde, c'est quand même un truc qui demande de l'éducation. Pour les athlètes, que je me suis plus souvent retrouvé dans des situations où j'ai dû expliquer à un athlète dans une salle, écoute, voici ce que c'est qu'une journée lourde, voici quel est son intérêt, et je me suis retrouvé beaucoup moins souvent à batailler quand il s'agissait de vendre un WOD de genre EMOM 24 minutes, tu vois, 3, 4, 5 stations sur lesquelles tu enchaînes. En règle générale, les gens ils accrochent assez avec le concept. Et donc, du coup, ce qu'on va essayer de faire dans un deuxième temps dans cet épisode, c'est essayer de vous convaincre avec nos mots, parce qu'on en est nous intimement convaincus, que les journées lourdes sont indispensables, mais on va essayer de le faire d'une manière très concrète, pour vous donner de la matière, en s'inspirant aussi de ressources qu'on a pu checker ensemble avant de préparer le podcast. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de programmation pour peut-être tenter d'éduquer un petit peu nos athlètes aux journées lourdes? Je pense que la première chose qu'on pourrait faire en tant que programmation, ça va un peu aller à l'encontre de ce qu'on a dit la dernière fois, mais sur les journées lourdes, on peut créer de la fréquence, on peut créer de l'engagement grâce à ça, en donnant des rendez-vous à nos athlètes chaque semaine. C'est pas obligé d'être le même mouvement. Si c'est le même mouvement, c'est pas grave, on aura biaisé le programme sur 4 semaines, mais on aura quand même créé de l'engagement en se disant, ok, première semaine, faisons 7 répétitions de back squat. Notons les scores. Chacun note le score et le grave sur son avant-bras pour être sûr de s'en rappeler la semaine prochaine. Ensuite, on en fera 5, ensuite on en fera 3, ensuite on en fera une et on pourra célébrer les PR, la cloche va sonner et ça aura créé de l'engagement chez chacun. C'est un truc qu'a fait par exemple notre copain Louis de Wiz CrossFit. Lui, c'est ce qu'il leur a dit, il leur a donné un rendez-vous, en fait, genre 6 semaines après, il leur a dit on va faire CrossFit total. Ok, dans 6 semaines on va faire CrossFit total, ce qui fait que dans nos journées lourdes, il y a 99% de chances qu'on retrouve les éléments de CrossFit total, donc du deadlift, du shoulder press, du back squat, et vu que les athlètes de la boxe avaient un objectif à long terme de se dire ok, nous on vise ce rendez-vous là, ça a créé un engagement de ouf et tout le monde s'est attelé à venir faire les journées lourdes pour réaliser une bonne perf sur CrossFit total. Et donc du coup, ça permet aux gens de se rendre compte que le fait de pratiquer un petit peu, ça les fait progresser. Peut-être ça leur permet aussi de prendre du plaisir, à avoir la satisfaction de prendre un petit PR. Et du coup, c'est une bonne chose. Donc ça pourrait être une première idée. La deuxième chose, c'est que je me dis très souvent, l'une des croyances un peu limitantes à nouveau qu'on peut avoir, c'est de se dire ouais, ils vont pas vraiment avoir de sensations, ils vont pas transpirer, ils vont pas respirer fort. Préparant le podcast, avec Gauthier, on s'est retrouvé sur une vieille vidéo du compétiteur course avec Chris Piller et qui disait quand même que oui, c'est vrai que ce qu'on a envie de faire, c'est entre 7 et 25 répétitions, divisées en une ou plusieurs séries, dans lesquelles on va être amené à manipuler une charge qui soit équivalente à 80% de votre ARM ou plus, ou une charge vraiment lourde si jamais on ne connaît pas encore son ARM. Mais il disait que néanmoins, on n'était pas fatalement marié avec ce type de format et qu'on pouvait quand même jouer un petit peu autour. Et donc du coup, ce qu'on peut essayer d'imaginer, c'est d'intégrer du travail de lourd, pourquoi pas dans des WOD, dans un premier temps, avec des choses qui sont très connues, genre King Kong par exemple, c'est carrément du lourd et du high skill. Alors pour éduquer vos athlètes au lourd, je vous déconseille de les lancer sur un truc avec du deadlift de malade, des handstand push-up strict et du ring muscle up.
Donc c'est à peu près ça. Hein, Il y a même un squat clean en plus dans ce truc-là. Ah oui, c'est vrai, il y a un squat clean de motherfucker. Mais néanmoins, il évoque un autre format de WOD qu'on peut tester. Et une nouvelle fois, dans les archives de CrossFit, sur le CrossFit Journal, vous trouvez des trucs de malade. Et donc, il propose de faire autour du back squat l'entraînement suivant. Écoutez bien, une répétition, 20 répétitions. Une répétition, 30 répétitions. Non, une 10, 1, 20, 1, 30. On peut tromper on peut tromper 1000 fois. Faut perdre une carte, pas 15. Donc on reprend. 1 10, 10, 1 20, ouais, 1 exactement. 30. Et du coup, quelle est l'idée ? C'est du travail avec du gros contraste de charge. L'idée, c'est de faire travailler nos athlètes, de les faire monter en charge et leur donner l'opportunité de tenter, si c'est pas un RM, au moins une barre qui est très lourde. Paf. Et dans la foulée de ça, après un peu de récup, de les amener à tenter de faire une série entre guillemets de 10 répétitions la plus lourde possible. Boum. Donc plus léger, plus de reps, mais du contraste. Et clac, ensuite, après avec un peu de récupération, on repart. Une nouvelle tentative, ok, de une répétition lourde. Plus lourde, moins lourde. C'est à chaque athlète de juger ce qui lui reste dans les pattes. Puis ensuite, on réenchaîne, pareil, après avec un peu de récupération, par une série de 20 répétitions unbroken au squat, en l'occurrence, toujours la plus lourde possible. Puis on refait le même jeu une dernière fois, une rep, toujours pour aller vers la pointe de la lance, et enfin 30 répétitions le plus lourd possible. Les gars, ça en termes de coaching, c'est sûr que ça vous demande beaucoup de travail pour être sûr de maintenir vos athlètes en sécurité, ou alors vous êtes un petit malin qui peut-être peut envisager certaines failles, ou certaines parades. Pourquoi pas en faisant la série lourde au back squat avec une barre, et ensuite en tentant de faire la série longue et lourde avec pourquoi pas des sandbags. Ça permettrait peut-être de avoir une stimulation un peu différente, et puis surtout quand ça devient lourd, on aura moins de déviation de la position du dos, notamment quand on est collé au sandbag, que si on a une barre sur le dos. Et puis au moins quand je le lâche, le sandbag il va nulle part, hein, il va juste par terre, donc tout ira bien. Direct, hein. Mais quoi qu'il en soit, essayez d'imaginer un petit peu la stimulation de cet entraînement. Franchement, ça ferait pas rire les mouettes, je vous le dis tout de suite. Et typiquement, peut-être pour quelqu'un qui n'est pas très exposé aux journées lourdes, ça lui permettrait d'avoir des sensations très différentes et un ressenti très différent. Si vraiment je suis face à quelqu'un qui est un débutant, le seul twist que je ferais autour de ça, c'est que peut-être que plutôt que d'aller taper des séries de 1 rep très lourde, j'irais plutôt chercher du côté de 3-4 répétitions lourdes et ensuite le contraste de charge avec un volume plus important, juste pour éviter d'aller tout de suite vers quelque chose qui relèverait davantage du test que de l'entraînement. Et ça, c'est que mon avis. Mais est-ce que vous comprenez que ça, c'est peut-être une bonne manière d'intégrer ce travail-là? Et puis, il me semble aussi dans cette vidéo, il parle du 5-3-1, okay, si je dis pas de bêtises, qui peut être aussi une manière de travailler, peut-être là volontairement dans un laps de temps qui est relativement court dans votre séance, mais avec beaucoup de fréquence, juste pour donner le goût aux gens, de lever des barres et de lifter, mais d'être très honnête sur le fait que la raison pour laquelle vous mettez ça dans votre programme, c'est pour remettre au goût du jour les journées lourdes. Parce qu'en vrai, et je pense qu'on le voit très souvent avec nos membres et parfois avec d'autres entraîneurs, je ne sais pas ce que tu en penses Gauthier, mais même lorsqu'on fait une journée lourde, même avec des gens qui font du crossfit soi-disant depuis un moment, souvent j'ai l'impression qu'aujourd'hui les mecs, ils savent pas ce que c'est lever lourd en vérité. Ouais, c'est vrai. Après, ça fait mal au ventre de lever lourd. Quand tu arrives sur une barre, que tu as tout donné sur une série de 5 et qu'on dit 3 minutes après tu vas devoir en refaire une, c'est un peu challengeant. C'est comme quand vous voyez un Fran ou vous voyez un 2000 mètres rameur. Généralement, quand vous allez chercher une série vraiment lourde, vous avez globalement la même sensation. Après, si on avance un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'agrémenter ou de pas masquer, mais genre de mettre les journées lourdes de manière un peu plus fun, nous, un truc qu'on a fait plutôt récemment, c'est d'agrémenter du travail de skill dans nos journées lourdes en fait. Ça peut passer par exemple sur on fait 5 back squats lourds. Dès qu'on a terminé notre back squat lourd, on a 1 minute, voire 1 minute 30 de pratique de handstand hold en free par exemple. L'idée c'est vraiment de venir joindre l'utile à l'agréable et franchement faire un petit travail de skill derrière tout ça, ça peut être un moyen d'agrémenter aussi les journées lourdes. Tu sais comment est-ce que je me suis mis en tout cas moi de mon côté à commencer un petit peu à être mieux en mesure parfois d'évaluer simplement si j'étais dans la bonne stimulation sur une journée lourde quand je coach mes athlètes. Non, dis-moi. C'est un truc qui m'est arrivé là juste cette semaine quand on faisait une intervention du coup à Samaro-Briva. Il y avait une journée lourde dans ce qu'on avait programmé et je regardais les mecs et les filles parce que là-bas c'est 60-40 donc il y a plus de filles que de garçons. Ils ont de la chance à Amiens, c'est pour ça que c'est la plus belle ville du monde. Exactement. Et en fait je me disais tiens de 0 à 10 là, si je devais évaluer où est-ce qu'ils sont, j'aurais envie qu'ils soient dès la première série, on va dire à 8 et demi. Et si j'avais le sentiment les mecs quand je les voyais bouger que peut-être ils étaient simplement genre à 6 ou à 7, je me disais putain, en fait on n'y est pas du tout. Et donc dans ce qu'on a décrypté ensemble, il y a quand même pas mal de facteurs.
pour vous aider aussi à déterminer si les mecs sont dans la bonne intensité. Le facteur numéro 1, c'est les chiffres en termes de charge, est-ce qu'on est vraiment sur les pourcentages qu'on recherche. Mais n'oubliez pas, hein, les humains ne sont pas des machines, donc je peux très bien avoir pas de nerveux, être fatigué, j'ai le boulot, etc. Donc ça ne peut pas être le seul facteur. Et puis en plus, la plupart de nos athlètes ne connaissent pas leurs résultats, et ça c'est de notre faute aussi, c'est parce que, une nouvelle fois, c'est un message qui va devenir récurrent dans le podcast. Si vous programmez, si vous avez une communauté, si vous avez une box, faites le maximum pour relever les informations sur les résultats de vos athlètes, sinon vous marchez au jugé. Mais le deuxième truc auquel je pensais, c'était la vitesse d'exécution. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la vitesse de barre c'est vraiment un indicateur de ouf, et quand vous aurez un peu plus d'heures de vol, ou si vous avez déjà beaucoup d'heures de vol, franchement vous pouvez hypothéquer votre maison sur la table que la barre elle remontera pas quand vous voyez la série précédente, ou alors vous dire ok, ce mec là il est vraiment en train de tout donner sur le dance floor. Et un truc aussi qui est intéressant, on a aussi parlé de ce garçon là, je me rappelle que j'avais eu avec moi à la fin d'un level 1. On l'avait fait grave ça, je me rappelle, l'accéléromètre de barre. Exactement, et donc il avait un accéléromètre. En vrai de vrai, si j'étais un ultra geek de l'entraînement, je pense que autant les whoops et autres trucs que moi je trouve un peu débiles, je m'en servirais pas, mais en fait je pense que l'accéléromètre, comment t'appelles ça? C'est un accéléromètre, enfin, j'en sais rien. Accéléromètre, un accéléromètre. Un accéléromètre. Non, je crois que ça se dit comme ça, non, c'est une sorte de whoop que tu accroches à ta barre. Exactement, elle te dit aujourd'hui j'ai le droit de lever lourd ou pas, mais typiquement je pense que c'est un super outil. En gros, comment ça marche? Ça marche avec une application, vous rentrez votre max théorique, et en fonction de la vitesse de déplacement de votre barre sur des charges qui sont sous-maximales, entre guillemets, l'application ou le programme que vous suivez vous dit tiens, aujourd'hui, on était supposé monter à 80%, mais au vu de la vitesse de déplacement de ta barre, ça laisse à penser que ton nerveux, il est pas fou, donc on va plutôt réajuster les charges du programme du jour à temps et temps. Alors, on n'est pas des machines, donc à nouveau, des fois on peut faire plus, on peut faire moins que ce que ça indique. J'aurais tendance à croire aussi que c'est un petit biais vers l'haltérophilie où la notion d'accélération et de vitesse est plus importante, même si Louis Simmons me ferait sûrement mentir, puisque pour lui vraiment la force, c'est avant tout la capacité aussi à appliquer de la puissance et donc de la vitesse. Mais en tout cas, si je regarde quelqu'un et je me dis ok, quels sont ses pourcentages par rapport à ce qu'il est capable de faire? Ok, ça c'est 1. Deuxièmement, à quelle vitesse est-ce qu'il déplace la barre? Ça c'est 2. Troisièmement, quelle est sa réaction immédiate quand il pose la barre? Ok, et s'il fait oh et qu'il a besoin de quelques secondes, c'est complètement révélateur, contrairement à quelqu'un qui va taper le bout de gras tranquille avec son voisin. Et puis ensuite, il y a quand même un dernier point, il ne faut pas l'oublier, et ça m'a remis ça au goût du jour parce que j'ai coaché un cours avec de très jeunes ados quand on était à Amiens, c'est la qualité de mouvement. Okay. Ça c'est sûr. C'est sûr. Franchement, c'est un des premiers trucs qui est écrit dans le level 2 quand vous parlez d'une journée lourde. La sécurité, c'est un truc qui est super important à toutes les étapes de la journée lourde. Et du coup, à partir de là, ça c'est mon premier indicateur. Et donc, pour revenir à ce que disait Gauthier tout à l'heure, si vous vous entraînez, vous faites des journées lourdes et que parfois vous avez peur de les donner, voilà, retenez ce qu'on a dit. Pour commencer dans l'échauffement général, essayez d'aller trouver quand même les amplitudes qui vont être celles dont on aura besoin pour le haut du jour. Travaillez un petit peu les différents schémas moteurs. Si je peux me permettre, ne faites pas d'isométrie, ne faites pas d'excentrique, parce que c'est souvent un truc qui va vous pomper sur la force. Et puis n'ayez pas peur d'intégrer du travail de skill dans votre séance. Ça peut être du travail de skill dans l'after party. Je vous ai donné l'exemple avec du handstand hold par exemple. Il y a eu pas mal de. Il y a eu un petit hold il n'y a pas longtemps sur .com avec du L-sit hold, du hold en inversé et encore du dead hang. On pourrait mélanger ça, etc. en fin de séance. Et puis dans une certaine mesure, on peut travailler parfois entre les séries. Pour peut-être meubler la récupération, encore un travail de skill. Exemple, en toute transparence, qu'on fait très souvent avec Gauthier, par exemple sur WIS Affiliate, c'est mettre un travail gymnique plutôt strict entre des séries de force, par exemple au niveau du bas du corps. Donc exemple typique, vous faites un 5x5 back squat, entre chaque série de back squat, vous allez taper une série max par exemple de strict pull-up ou un travail dans ce goût-là. L'idée, ça meuble la récupération, ça fait quand même travailler des fondamentaux de force. C'est sûr que ça impacte un petit peu le nerveux et la qualité de la récup, mais ça peut être une bonne transition. Du coup, quand vous arrivez à la journée lourde, votre but, et ne pas hésiter à avoir une montée en charge plus longue pour être sûr que vos gars, quand vous les regardez travailler, ils sont bien à 8. Et si vous arrivez à la fin du temps que vous aviez prévu pour la montée en charge et que vous avez le sentiment qu'ils sont à 7, n'hésitez pas à leur donner l'opportunité de faire une série supplémentaire pour que la première série de travail soit vraiment à 8. Ensuite, et ça c'est mon deuxième indicateur que je vous donne, que j'emploie notamment avec les enfants mais qui est vraiment valable avec les adultes, comment savoir ce que je dois faire en termes de charge face aux athlètes qui sont en face de moi. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà évoqué dans le podcast, mais pensez que dans votre analyse, pour pas trop vous perdre dans des considérations, non pas qu'elles soient futiles, mais que vous n'avez pas le temps d'avoir parce que la séance avance, dites-vous juste, soyez un feu tricolore. Est-ce que c'est rouge, orange ou vert? Et si c'est vert, si vous avez vu, il y a de la vitesse d'exécution, malgré le fait que ce soit lourd, il y a une belle qualité de mouvement, donc vous sentez que l'athlète il a encore moyen de récupérer,
on y va, tu bouges bien. Pour cette raison, je t'incite à mettre un peu plus de poids sur ta barre, 2,5 kg de chaque côté, 5 kg de chaque côté. Récupère bien et quand tu la reprends, tu bouges toujours aussi vite. Le feu orange, c'est peut-être un athlète qui, lui, devrait rester à la même charge sur la série suivante, peut-être parce qu'il a eu quelques déviations techniques, que vous avez coaché, qu'il a réussi à réparer, ou que vous avez senti que la troisième commençait à être vraiment, vraiment challengeante. Et c'est plus un athlète à qui vous devriez avoir un discours du type hey, vraiment c'est pas mal, tu as vu sur la troisième répétition, tu as réussi à corriger en poussant fort les genoux vers l'extérieur et à descendre vraiment en dessous de la parallèle, c'était top. Ce que je te propose qu'on fasse, sur la prochaine série, tu restes au même poids, et si je vois que tu bouges avec autant de facilité, à la même vitesse et avec ces mêmes points que tu viens de corriger, bah, éventuellement on en discute, mais on ajoutera peut-être du poids. Et ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite vous avez le dernier cas de figure, c'est le rouge. Et le rouge, il n'y a pas un seul scénario qui va être le bon pour tout le monde parce que ça pourrait prendre différentes formes. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir de base, c'est que là, il y a une déviation en termes de technique où vous redoutez que ça puisse mettre en danger la sécurité de l'athlète. Donc à partir de là, on n'a pas peur d'interrompre la série déjà pour commencer. Et puis ensuite, on a une conversation avec l'athlète et on va lui faire retirer du poids sur la barre. Et en fonction de ce qu'on aura après, on avisera. Pourquoi je ne creuse pas plus de ce côté-là? Parce qu'en fait, en fonction du type de déviation, en fonction du type de mouvement, en fonction du contexte, en fonction de l'athlète, je pense qu'il y a une multitude de manières de gérer ce type de scénario. Mais en tout cas, le truc qu'ils ont en commun, c'est que si jamais ça lift avec une charge lourde, eh ben, on ne laisse pas les déviations arriver. Aujourd'hui, avec Gauthier, moi j'ai coaché un WOD avec des athlètes pour la plupart plutôt confirmés, avec du deadlift à 50 kg, des séries 10 répétitions. Donc a priori, des choses où les gens auraient été en mesure de bien se positionner, bah, j'avais quand même pas mal de cannes à pêche dans ma salle. Ils n'étaient pas en danger parce que la charge était légère, donc c'était une déviation qui était somme toute acceptable, bien que pas optimale. Et je peux vous dire qu'à ma grande surprise, j'ai vraiment bataillé très très fort pour les aider à retrouver des bonnes postures. Okay. Si on parle d'autres choses par rapport à la journée lourde, des trucs un peu plus... franchement, même si on regarde un format classique, par exemple un 5x5, vous avez un 5x5 dans votre box, des choses super simples sur lesquelles actionner directement dès demain si vous devez coacher un truc comme ça. La première chose sur laquelle vous pouvez actionner, c'est déjà mettre les athlètes par groupe. Ça, c'est sûr. Franchement, mettez vos athlètes par 3, mettez vos athlètes en groupe. Déjà, entre eux, ils vont pouvoir s'encourager. Et si c'est encore un peu frileux parce qu'on vient de commencer les journées lourdes et qu'on n'ose pas encore crier sur ses potes, et ben encouragez-les à crier sur leurs potes. Et c'est la seule chose que eux doivent faire entre les séries, c'est encourager leurs potes à soulever lourd. Ça, c'est un moteur hyper puissant de venir s'aider entre potes sur la même barre. Et pour vous, en tant qu'entraîneur, si vous arrivez à bien timer les séries de travail, en fait, vous allez pouvoir tourner et pouvoir voir tous les athlètes bouger pendant toute la séance et pas retomber sur le même mec ou alors avoir vos 12 athlètes qui bougent en même temps et avoir 2 minutes où tout le monde regarde les néons au plafond et est en train de se tourner les pouces et ça bouge en continu et déjà en termes de flow c'est beaucoup plus cool. Le second truc que vous pouvez actionner qui est super important dans une journée lourde, c'est la musique. C'est vous qui devez gérer la musique et les premières séries commencent à être lourdes, donc la musique commence à être forte et véritablement sur un 5x5 ce qu'on aimerait c'est avoir la série la plus lourde peut-être autour de la 4e, comme ça il nous reste encore une carte en magasin pour venir soit soulever plus lourd, soit avoir une dernière série positive. Et c'est à ce moment-là vous baissez entièrement la musique et là vous leur dites ok on est bien d'accord, c'est cette série là la plus lourde, c'est là qu'on va tout donner et là vous faites péter les watts, tout le monde s'encourage et il y a le feu dans la box directement et ça c'est un truc qui est vachement marquant et qui aide à soulever lourd. Yes, ça c'est un bon truc. La musique de toute façon on pourrait faire un podcast entier là-dessus parce qu'il y a plein de trucs à dire, comment ça contribue à l'énergie de la séance. Et puis l'autre truc, parce que on parle là maintenant de l'énergie, c'est la même chose. Si vous décidez de mettre des journées lourdes dans votre programmation et vous auriez raison de le faire, si vous décidez de vous entraîner avec du lourd dans votre programme et vous auriez raison de le faire, en étant convaincu, vous serez convaincant. Et l'autre truc qui compte, c'est vraiment de capter qu'il y a toujours des relations en miroir vis-à-vis de l'énergie. Donc, voilà, on peut toujours insister dessus et forcer le trait, mais les gars, aujourd'hui c'est une journée lourde. Ok, ça va sentir la rouille, la fonte, ok, la magnésie, on va s'en mettre plein la tronche, on va devenir des machines de véritables vérins, on va lever des camtars les gars aujourd'hui. Et quand vous êtes ça, c'est un peu second degré, il y a un petit peu d'humour, mais on a envie d'y aller. Et dans le coaching, c'est la même chose. À partir du moment où vous allez tenter de corriger les mecs, si vous les avez mis dans la bonne ambiance, qu'il y a la musique à fond, que c'est un peu le bordel, et que vous avez, même sur une classe de 15, 5 groupes de 3, ça veut dire que sur quelques répétitions, vous n'avez que, peut-être 5 athlètes à regarder à la fois. Putain, je deviens vraiment le champion de la division. Et donc, quand vous les corrigez, c'est pareil. Essayez de ne pas vous excuser d'exister. D'accord ? Au contraire, prenez de la place, envoyez la sauce. Faites en sorte que les gars, quand ils vous voient coacher, ils soient galvanisés. Ils se disent ok, d'accord, allez, c'est parti, la Gauthier il est près de moi, le coach là. Allez, on va. Allez, je me concentre, on y va, on va taper dedans. Et puis faites-en des caisses.
si je peux vous donner des sources d'inspiration, ok, apprendre avec beaucoup de second degré, mais allez voir une nouvelle fois, j'en sais rien moi, les vidéos de City Fletcher quand il est là et qu'il chauffe ses mecs. Ronnie à Coleman, taper. direct. Ronnie Coleman, la même chose, ok. Donc je vous dis pas qu'on veut lifter à l'absurde, mais il y a une espèce d'énergie un peu magnétique qui sort de tout ça. Allez même voir le documentaire Pumping Iron de Schwarzy et vous verrez. Les mecs sont une espèce de transe et à notre tout petit niveau, là, à 5% près, on peut vraiment rigoler avec ça. Et vos athlètes, vraiment, ils vont vous en remercier 1000 fois. Et ça change aussi le plaisir que vous allez prendre à coacher ces séances. Parce que lorsque vous voyez un gars qui est en train de se lever d'un basket, tu dis vas-y, mets le bassin en avant, écartez-vous, vas-y, encore. Et bam, et qu'il arrive à avoir sa rep. Franchement, en tant qu'entraîneur, c'est un sacré kiff et une nouvelle fois en termes de préparation physique et de résultats, parce que c'est pour ça que les gens sont venus, vraiment, véritablement, vous les faites progresser. Parce que la force qu'ils développent dans ces journées-là, ou la capacité à transmettre de la puissance et de la vitesse à un objet inerte, si on parle plus particulièrement d'haltérophilie, c'est véritablement un truc qui va se transférer à beaucoup d'autres choses qu'on va travailler dans la boxe. Et je parle même pas des odd objects, c'est-à-dire tout ce qui va être sandbag, keg, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un log, qui là, pour le coup, en termes de transférabilité au monde réel, ça pour tout ce qui se passe à l'extérieur, vraiment, c'est juste incroyable. Ouais, carrément. Et puis tu parlais des résultats, autant les résultats physiques que les résultats au tableau. Franchement, un dernier petit tips, quand vous arrivez au tableau, n'hésitez pas à demander à vos athlètes avancés, ou alors si vous êtes un athlète avancé, eh ben, engagez-vous directement dès le brief avec le groupe. Ok, n'hésitez pas à dire directement, ok, moi aujourd'hui c'est un 5x5. Toi Gauthier, t'as soulevé combien de kilos la dernière fois au 5x5? Ah bah j'ai fait 100 kilos. Cool, aujourd'hui je veux que tu fasses 102,5. Et tu le notes déjà directement au tableau à côté du score de Gauthier. Comme ça le mec il est engagé, il sait qu'il doit aller chercher, qu'il a un objectif, qu'il a un target dans sa séance. Et ses potes qui sont à côté de lui, ils vont dire ok, maintenant c'est parti, nous on est là pour t'aider à venir soulever lourd. Et en fait ça crée une émulsion, un gros truc de communauté et ça crée vraiment une séance vraiment chouette. Yes. Et c'est le but, ok, n'oubliez pas. C'est le but de faire aussi kiffer les gens et de créer vraiment des expériences dont les gens se rappellent, que vous les considériez comme des membres, des amis, des athlètes, des clients. Ok, l'objectif reste fondamentalement le même. Et puis on est très très fier de soi lorsqu'on arrive à donner une séance de la bonne manière dans laquelle on a vraiment mis les gens dans le rouge. Donc une nouvelle fois, c'est pour ça qu'on tenait à aborder ce sujet, parce que dans beaucoup d'endroits où j'ai été, j'ai eu malheureusement le sentiment que tout ce qui concernait le fait de faire de la force ou de lever du lourd, et bah, très souvent c'était mal compris, mal appliqué, parfois un peu esquivé. Et le dernier point, si vous êtes entraîneur de CrossFit principalement, parce que vous l'avez compris, c'est plutôt à ce public-là qu'on s'adresse lorsqu'on parle des coachs, et si vous êtes pratiquant, c'est la même, mais allez une fois ou deux par curiosité dans des clubs de powerlifting par exemple. Okay. Allez peut-être demander avec beaucoup d'humilité à vous faire coacher, à essayer de faire un travail un petit peu lourd, ou juste à dire que voilà, aujourd'hui vous avez un squat ou un deadlift qui est décent, sans être extraordinaire, mais que vous aimeriez beaucoup expérimenter une séance. Et franchement, je pense que c'est vraiment le type de démarche avec laquelle vous seriez vraiment bien accueilli, parce que la plupart des, on va dire, des groupes, des clans, des clubs de passionnés qui peuplent tout le monde de la prépa physique, et ben en fait finalement on n'attend que ça, de montrer aux autres ce qu'on fait. En tout cas moi personnellement dans le monde du CrossFit, c'est un mec vient me voir et qui me dit écoute, à la base moi l'activité physique que je pratique c'est ça, je connais pas ton truc mais j'ai vraiment envie d'en faire l'expérience, je serais ravi de lui partager. Et quand vous aurez, vous mieux aussi en tant qu'entraîneur, compris la beauté de la force et à quel point c'est intéressant, à quel point le nerveux aussi, comment est-ce qu'on le cultive et tout, c'est fondamental, comment aussi le fait de progresser en force pour le mindset, okay, parce qu'on parle toujours du fait que en CrossFit, on échoue, on recommence, qu'on est dans le succès quand on apprend à acquérir un nouveau skill. Mais moi, personnellement, la première fois que j'ai fait un bench à 100 kg, la première fois que j'ai fait un back squat à 200 kg, la première fois que j'ai fait un terre à 250 kg, mais ça fait partie des quelques souvenirs okay, qui ont vraiment marqué mon parcours très modeste, entre guillemets, de pratiquant, parce que je ne m'estime même pas athlète, je suis un exerciser. Et voilà, les gens, ils vont vous en remercier pour ça, ça va les marquer, ça va leur donner envie de continuer à s'entraîner et à progresser, c'est sûr et certain. Ouais, c'est clair. En résumé, les journées lourdes, c'est cool. C'est de la balle, bébé. C'est de la balle. Si on parle du coup un peu de recommandations ou de qu'est-ce qu'on pourrait dire d'articles ou de trucs qu'on a lu un peu cool en ce moment, franchement il y a un mec qui lui soulève sacrément lourd, c'est Matt Swift et il a écrit un article vraiment très cool sur le CrossFit Journal. Donc c'est un article qui date de 2021, mais c'est en gros quels sont les éléments qui pourraient faire de nous un bon entraîneur. Et c'est un article qui se lit relativement rapidement, mais il y a énormément de choses à retirer de ce truc-là. Au-delà des aspects très, très entre guillemets scolaires et très pratiques du CrossFit avec les 6 qualités du bon coach, il y a plein d'éléments applicables et de comment on peut vraiment construire une bonne relation et qu'est-ce qui est vraiment important en tant qu'entraîneur. Et si vous ne connaissez pas ce mec-là, Matt Swift, allez le suivre un petit peu sur Instagram. C'est le mec qui a écrit entre autres
tout ce qui concerne du coup le Master Course et qui travaille encore beaucoup pour CrossFit et puis il publie pas mal de trucs de son entraînement. Et là je l'ai vu pendant un bon petit temps, il a beaucoup travaillé son snatch par exemple, donc c'est quand même un mec qui a 50 balais passés et qui tape du snatch à 100 kg sans problème. Et tu sens en plus qu'il a de la marge, hein, il va encore continuer à progresser. La fois, franchement c'est ahurissant. Donc assez inspirant, donc vraiment n'hésitez pas. La seconde recommandation je pense qu'on peut vous filer, c'est véritablement la vidéo qu'on a regardée de Chris Piller. C'est une vidéo qui date de l'époque où il délivrait ce qu'on appelle le competitor course, qui est aujourd'hui une formation qui n'existe plus, mais qui est peut-être la première formation qui a essayé d'aiguiller un petit peu les athlètes ou les passionnés de CrossFit désireux de progresser en compétition pour leur donner véritablement une boussole et un compas pour comprendre quoi travailler, comment manger, à partir de quand c'est intéressant ou pas de s'entraîner plus, quel devrait être le dénominateur commun qui permet ça. Je pense d'ailleurs que ce qu'on devrait faire, c'est préparer un épisode de podcast. Ouais, c'est ce que j'allais dire, franchement, il y a plein de trucs. Parce qu'en fait, si vous êtes intéressé par ce truc-là, tout le contenu est disponible en PDF sur Internet. Vous pouvez encore retrouver le guide du participant. Et je serais ravi de faire toute la partie sur la récupération où tu es supposé le matin regarder la couleur de ton pipi pour voir si tu devrais ou pas t'entraîner. Bon, un truc qui est un petit peu galvaudé, mais quoi qu'il en soit, c'est une super vidéo avec une légende du sport de CrossFit. Donc on vous mettra le lien, on vous invite vraiment à la regarder. Est-ce que tu as d'autres recommandations, Gauthier ? Moi, c'était pas mal. Si, je sais pas si on a déjà parlé, la chaîne Gravitas Ventures, tu te rappelles, ceux qui faisaient les reportages avant de CrossFit, tous les anciens reportages de CrossFit, et ben eux, ils ont mis toutes leurs anciennes vidéos sur YouTube gratuitement. Donc vous avez un reportage sur Froning qui dure 1h30, qui est trop bien. Vous avez le reportage sur les Fit Tests in Dubai. Vous avez plein de reportages de CrossFit qui sont super bien produits et qui sont disponibles gratos sur YouTube. Donc c'est cool. Ah bah voilà. C'est quoi ton prix ? Moins cher que le gratuit. Et voilà, c'est parfait. Ouais, c'est pour ça. Eh bien écoutez les gars, on espère véritablement que si vous êtes athlète, la prochaine fois que vous voyez débarquer un 5x3 front squat à la boxe, vous allez être motivé comme Jaja pour vous l'envoyer sévère. Si vous êtes coach et que vous avez la main sur la programmation de votre structure, on espère que vous utiliserez une ou deux des stratégies qu'on a évoquées aujourd'hui pour peut-être éduquer vos athlètes et leur faire comprendre la beauté des journées lourdes. Et surtout, n'hésitez pas, n'ayez aucune crainte. Envoyez la sauce sur ces journées, programmez-les, prenez du plaisir avec vos athlètes là-dessus et vous allez voir, ils vont vous en remercier 1000 fois. Et si des fois vous voulez des petites questions un peu plus concrètes, vous n'hésitez pas, on n'est pas dur à trouver. Sur Instagram, mon compte s'appelle The Shaker Show, celui de Gauthier s'appelle Gauthier OK. Donc c'est pas très dur. Un véritable artiste ne se cache pas. Exactement. Et sinon, juste envoyez-nous un email ou quoi que ce soit et avec grand plaisir, on vous fera des recommandations. Ciao les gars. Ciao.